Une conversation signifie une relation d'affaires ou amicale. Elle est un échange de propos. Être à la conversation signifie être attentif à ce qui est dit. J'espère que vous le saurez. Avoir de la conversation signifie être capable de soutenir et d'animer une conversation intéressante. J'espère que nous y parviendrons. Je dis nous car une conversation est entre deux personnes ou plusieurs. Vous en faites donc partie. Il n'est pas question ici de réaliser une pièce de conversation, c'est-à-dire mettre en scène et s'entretenir de problématiques bourgeoises. Non, il s'agit d'une conversation entre le son et les images, entre une voix et un travail. Voici donc notre proposition, la création d'une conversation montée de toutes pièces. J'ai un travail qui tourne beaucoup autour des objets et de l'espace intérieur, on va dire. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de bosser plus sur l'aspect extérieur de l'architecture. Et en fait, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait aussi, de ce que j'avais aussi dans les... Ce que j'essayais de retrouver, en fait, c'est ces éléments que j'ai dans mon travail par rapport aux objets. Donc tous ces objets qui sont manufacturés, industriels, répétitifs, les objets qui s'empilent, les objets un peu parfaits. Et en fait l'absurdité qu'il y a derrière tous ces objets aussi, malgré une perfection. En fait j'ai plus ou moins retrouvé ça dans l'architecture, d'une certaine manière, dans le pavillonnaire. Et en fait l'histoire du pavillonnaire elle est assez intéressante parce que c'est assez proche justement de la révolution industrielle et en fait c'est un peu la même chose que les objets industriels mais à une autre échelle et par contre c'est plus dramatique parce que du coup ça touche encore plus à nos styles de vie. Enfin, un objet va changer ton style de vie mais pas non plus au point que peut le faire une habitation par exemple. Disons qu'il y a un effet à long terme, un effet à court terme sur l'humain. Ouais, voilà. Et puis en fait quand le pavillonnaire est arrivé, donc c'est un peu comme quand je parle de pavillonnaire, il y a aussi tout les logements sociaux, les HLM, tout les ça. villes nouvelles. Ouais. Et en fait tu retrouves finalement en fait dans mon travail j'aime bien de plus en plus prendre du recul mais vraiment physique sur l'échelle des choses qui m'entourent. Et c'est pour ça que je te parlais des objets d'abord finalement. À l'échelle d'un bâtiment, on retrouve en fait les mêmes similitudes, tu vois, ce truc de répétition. Donc les pavillons en fait par exemple, c'est quasiment toujours la même maison répétée dans un même cadre. Elle est presque empilable, tu vois, elle est presque et même dans la manière de la construire, c'est toujours les mêmes outils. Il y a une espèce de répétition, comme les immeubles aussi. HLM, c'est des petites cases parfaitement emboîtables. Il n'y a aucune perte d'espace. Et en fait, c'était ça, pour revenir à ta question, finalement. Travailler avec le pavillon de l'Arsenal, c'était aussi parce que eux... Alors, il se trouve qu'en fait, ils ont fait une expo sur le pavillon. Donc déjà, c'était une manière d'aller retrouver des archives, ou en tout cas de pouvoir en parler de manière très pratique. C'est ça qui est frustrant en fait, c'est de se dire que c'est comme les objets, hein. Il y a des objets industriels qui sont parfaits, mais du coup qui sont aussi mal refaits et mal réutilisés. Tu penses à quoi? Un exemple? Tu vois, par exemple t'as des objets aussi simples que des ustensiles de cuisine qui sont juste parfaits, qui sont empilables, qui sont dans le bon matériau mais qui vont être par exemple en inox.
En fait, ils sont empilables parce que ils sont produits à grande échelle avec une matrice qui va en produire plein pour tout le monde. Et on va les faire exactement pareil, mais en plastique, par exemple. Du coup, ils vont devenir jetables, fragiles. Ils vont être possiblement faits dans un plastique de mauvaise qualité. Alors qu'en fait, l'idée de base, c'était en métal, ça marchait très bien. Juste avant le confinement, il y a eu une exposition sur l'intelligence artificielle et donc l'architecture. Et il y avait aussi une conférence. Et c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, mais c'est arrivé comme ça en fait. C'est arrivé comme ça. La cité est juste à côté du pavillon, donc je suis allé voir cette conférence. Et en fait, il s'avère que c'était assez lié finalement à cette idée de pavillon. Dans le pavillonnaire, quand tu viens commander ta maison, en fait, tu dis j'ai tant d'enfants, j'ai besoin d'un bureau, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, tu as des logiciels et aussi des architectes qui sont formés pour ça, pour faire tenir tout ça dans un bâtiment. Et en fait, le pavillonnaire, tu as des chartes, tu as des règles, des dimensions pour rester dans un gabarit de prix. Et en fait, eux maintenant, alors ça existe déjà dans plein de corps de métiers différents, ils commencent à faire appel à l'intelligence artificielle pour générer ça en fait. Donc en fait tu rentres, tu donnes un tas de données et puis tu as une machine qui va te donner les 3 meilleures solutions, tu vois. Et du coup c'était intéressant de voir que la question du pavillonnaire est une question en ce moment qui est remis sur la table parce que en fait ça c'est pas un truc qui fonctionne énormément. Et en quoi l'intelligence artificielle apporterait quelque chose de meilleur ? Alors l'intelligence artificielle, alors dans la conférence, ils montrent un tas de possibilités. Ça parle pas que du pavillonnaire, ça parle aussi de reconstruire un bâtiment, par exemple en centre-ville, par rapport à, donc quand tu rentres des données, c'est par rapport au nombre de personnes, au passage d'une route à proximité, de la luminosité, ces trucs-là. Dans le pavillonnaire, l'intelligence artificielle, je pense que ça dépend des données que tu lui donnes. En tout cas, dans ce qu'il montrait dans la conférence, en tout cas la personne qui présentait ce logiciel, c'était plus pour parler de plans. D'accord, ouais. Et plus tu donnes... pas une question d'orientation. Non. Mais plus tu donnes de données, en fait c'est ça qu'ils essayent de montrer, c'est que finalement l'idée c'est de gagner aussi du temps et de répondre le mieux possible. En fait quand ils ont des clients qui viennent, l'idée c'est de dire on a 3 plans pour vous. Enfin, en fait ce qu'ils disent c'est que la machine elle peut en produire 10 000 avec des micro-variations. Mais en fait eux ils ont rentré tant de données que l'emplacement de la chambre de l'enfant avec tu vois, il y a des trucs liés aussi au système d'eau, d'électricité, du chauffage, tout ça. Donc en fait il y a tellement de choses à prendre en compte dans un bâtiment, dans une maison, que l'aide d'une intelligence artificielle. Je sais que quand j'étais à la conférence, il y avait à côté de moi, il y avait un ingénieur qui lui avait travaillé dans l'aviation et qui me disait que en fait, l'intelligence artificielle, elle est utilisée déjà depuis des années dans ces milieux-là en fait. Et lui il disait enfin ça arrive en architecture, quoi. Il dit, je sais pas pourquoi c'est pas encore là, quoi. Mais c'est intéressant. Enfin, dans ce que tu expliques, c'est que quand c'est un bâtiment dans la ville, on va prendre en compte l'orientation, le trafic, etc. Et dans le pavillonnaire, finalement, on va rester encore cloisonné à l'histoire du plan sans chercher à l'inscrire dans une géographie aux alentours. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est vrai. Hein. Je me suis rendu compte en le disant. Parce que celui qui rentre les données reste l'humain. Ouais.
après avoir vu cette conférence, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me limite que au pavillonnaire, mais finalement à l'architecture. Ouais, la manière dont l'architecture est construite aujourd'hui, dont on module les espaces en fait, en fonction des fonctions des bâtiments. Parce qu'en fait, je pourrais me plonger dans le pavillon, ça serait super, mais voilà, il faut quand même que je lie ça à ma pratique actuelle. Bah justement, au départ, quand tu parlais que tu disais que tu avais envie de t'intéresser à l'architecture, comme tu t'es intéressé aux objets, tu parlais d'objets industriels, du coup tu parlais d'avoir envie d'aller vers l'extérieur, ça m'a fait penser à la rambarde que tu as produite en Norvège, où pour le coup c'est un objet industriel, mais qui est en même temps architectural, et l'extérieur, exactement. Intégré à une architecture d'une galerie. C'est marrant parce que cet objet-là, quand je le décris, je dis que c'est un objet de l'extérieur qui amène vers l'intérieur, comme un guide en fait. Ouais. Donc la transition, elle se fait presque inconsciemment. Quand j'étais là dernièrement en Italie pour mon exposition à Brescia, j'avais déjà un espace existant et j'ai voulu recréer un espace à partir de faux murs en fait. Okay. Des parois, un peu comme les parois que tu trouves dans les bureaux open space, tu vois. Mais ça crée tout de suite quelque chose en fait. Phonétiquement, visuellement, tu crées tout de suite un deuxième espace dans un espace. Et je crois que j'avais déjà fait ça, faire des espèces de faux murs en fait dans une exposition en 2018 à Palma. Et en fait, voilà, il y a des choses des fois on les fait, on les ressent pas forcément sur le moment. Mais en fait, il y avait une envie de plus en plus de maîtriser un espace donné avec ce genre d'éléments, en fait, qui sont des éléments presque du décor, en fait, du faux. Alors que dans l'architecture, on est souvent sur quelque chose d'assez concret et rarement trop modulable. Mais et du coup, en fait, quand j'ai créé ces faux panneaux, je me souviens de ces longs moments à choisir où est-ce que je pouvais les poser. En fait, il y a quelque chose d'assez physique, hein, en fait. Quand j'étais dans l'expo, j'ai essayé alors c'est facile à manipuler, donc c'est assez agréable. Mais en fait, c'est des choix que j'ai définis moi physiquement. Et après, je me suis dit bon, en fait, je pourrais peut-être essayer de trouver un moyen de leur trouver une position par rapport effectivement peut-être à un espèce de protocole avec des données comme cette... Tu veux dire quelque chose de plus arbitraire ou de plus codé ? Ouais, ce que j'ai tendance à faire souvent dans mon travail en fait, ce qui me permet souvent même de réutiliser ce protocole dans d'autres espaces, qui fait que l'œuvre après, enfin, en tout cas la scénographie, elle évolue presque toute seule, presque indépendante en fait. C'est une sorte de distance affective, émotionnelle qui du coup permet de l'appliquer à n'importe quelle situation. Exactement. J'aime de plus en plus faire ce genre de... C'est un casse-tête au début et puis après en fait ça devient une certaine liberté et en plus de ça, c'est surprenant pour moi de voir certains choix, tu vois, que le protocole va me donner en fonction de l'espace. Et donc ces murs là, ces faux murs qui créent un espace dans un espace existant, en fait ça m'intrigue de plus en plus. Et je sais que donc, quand j'ai fait ça au mois de février, j'ai vu cette conférence après, début mars, et je me suis dit bon, c'est encore quelque chose qu'il faut que je retravaille, et du coup que je lie peut-être justement à cette idée d'architecture modulable et d'architecture en fonction de... En fait, c'est aussi beaucoup lié à une espèce de fascination par les espaces de foire. Alors, pas que de foire d'art, mais juste des espèces de grands espaces dans lesquels, en l'espace d'un week-end, on recrée des mini-univers avec, alors, rarement du modulaire, du modulaire, mais rarement du
du durable. C'est ça qui est un peu choquant. Il y avait un peu cette idée déjà de participer à Art Brussels, c'était un peu avec Maud Salambier justement. On a pris le truc un peu, alors là comme on passe avec la fédération, c'était sur un appel à projet. Du coup l'idée dans ce que j'ai proposé, c'est de mettre le doigt sur une problématique en tout cas. Pas forcément de critiquer le phénomène de la foire, hein, parce que je pense que les foires elles ont quand même leur puissance de monstration. C'est juste que effectivement. Mais c'est un modèle à repenser. C'est un modèle à repenser. Quand tu es un visiteur qui n'a jamais vu le montage d'une foire, tu vois pas forcément les côtés négatifs. Le montage est assez jouissif, c'est le démontage qui est... Ah oui, ça qui crève le cœur. C'est un cauchemar, ouais. De voir ces bennes qui se remplissent en une journée, des kilomètres de moquettes qui sont... généralement, et encore, il y en a qui font le tri, hein, il y en a qui réutilisent. Je pense à Bruxelles, par exemple, il y a alors c'est comme ici, il y a l'équivalent, je me souviens plus du nom, qui récupère en tout cas des matériaux de scénographie et qui les propose à des prix super accessibles aux artistes. Mais à Bruxelles, je me souviens, c'est un espace qui existe toujours, qui s'appelle Rotor. Et voilà, on peut pas, si un bâtiment de bureau ferme, alors généralement on récupère le mobilier, mais tout ce qui est les poignées de porte, le carrelage, le faux plafond, tout ça généralement ça part à la benne, alors qu'en fait c'est complètement réutilisable. C'est juste qu'il n'y a aucune entreprise qui le fait, parce que c'est pas assez rentable, je pense. Le projet, c'était de représenter cette barre en inox que j'avais faite en Norvège, qui en fait était donc la barre qui était devant l'espace d'exposition, que j'ai en fait reproduit et que j'ai changé en fait de contexte. Elle était plus barre. Parce que c'était une rampe. Ouais, c'était une rampe. Elle avait plus la même fonction puisqu'elle était à l'intérieur, mais elle était quand même. Parce qu'elle était chauffante. Ouais, en fait c'est ça que j'ai voulu faire, c'est que il y a ce truc un peu défendu de toucher les objets, les sculptures, c'est ce qui est normal, hein, mais des fois il y a une certaine frustration, t'as envie quand même de toucher les choses. Et c'est vrai que j'aime assez bien pouvoir offrir cette liberté parfois. Ce qui effectivement est d'actualité. Ouais. Exactement. Et du coup, en prenant cette rambarde, je voulais que le public vienne la toucher, la tripoter. En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était en Norvège, hein, c'était au mois de mars, donc il faisait quand même relativement froid. Ouais. Et en fait, il faisait assez froid dans la galerie aussi. Et je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui peut intriguer à la fois le visiteur et l'inviter à toucher cette barre. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de lui donner la température du corps, mais pas la température du corps interne, mais la température qu'on a finalement à la surface de la peau. Quand on serre la main de quelqu'un, quand on effleure la peau de quelqu'un, en fait, elle est entre 28 et 30 degrés. Donc ça dépend si c'est sous le vêtement ou si c'est... Mais c'est une moyenne. Et en fait, c'est assez simple, mais par exemple, si tu fais chauffer de l'eau à 30 degrés, par exemple, tu mets ta main dedans, tu vas quasiment pas sentir le passage de ta main dans l'eau, en fait. Parce que en fait, nos récepteurs nerveux trouvent... Alors soit c'est tout à fait... Comme quand tu rentres dans la mer, ouais, voilà. Tu fais à partir de 24-25 degrés, ouais. Tu rentres... Et du coup, toucher un objet qui a la même température, et ben en fait, ça lui... Je pense qu'il y a une première interprétation qui est presque pas rassurante, mais sans danger en fait.
Et vouloir donner cette température à cette barre, c'était lui donner presque un côté vivant, charnel. Et bon, il s'avère qu'il faisait froid dans la galerie, donc en fait c'est devenu presque un chauffage. Et alors j'étais assez content parce que à la fin elle s'était couverte d'empreintes. Il y avait il me semble qu'il y avait des bières et des chips, donc c'était parfait. Il y a eu un vrai flux de bactéries. C'était un peu l'idée aussi, hein, c'était que finalement ces objets qu'on partage dans la vie de tous les jours, c'est des objets... Voilà, quand tu prends une barre de métro, en fait, souvent tu es assez heureux d'être tout seul à la prendre, mais en fait 5 minutes avant il y avait 40 personnes dessus. Mais finalement c'était une manière de le révéler ici avec cette pièce et de dire voilà, regardez en fait, parce que les empreintes restaient, c'était une barre en inox, mais en fait avec la température les empreintes étaient encore plus marquées. Et ouais, c'était juste une manière de le montrer en fait, genre regardez finalement ces objets là qu'on partage tous les jours. Il y a une forme de partage aussi des flux humains. Ouais, effectivement, ouais, c'est... Et alors il y a une pièce que j'ai pas faite, que je voulais sortir en même temps que cette barre, qui était finalement Donc pour Bruxelles là. Pour la Norvège. Pour la Norvège. Pour l'espace qui s'appelle Aldea, que du coup j'ai proposé pour Art Bruxelles. En fait, cette pièce qui répondait à ça, c'était un distributeur de gel hydroalcoolique mural. Pour revenir à la foire d'Art Bruxelles, avec Maud Salambier, quand je lui ai parlé de ce projet, en tout cas, elle m'a dit c'est ça, à mon avis, qu'il faut présenter pour Art Bruxelles. Donc j'ai fait exactement le même principe au début, c'est-à-dire que je suis allé relever, devant la foire, donc le bâtiment de Tour et Taxi. J'ai relevé les dimensions des rambardes qu'il y a devant en fait, le bâtiment. Alors j'avais le choix, il y en avait plein. Il y avait des rampes d'escalier, devant ces bâtiments, il y a forcément un tas d'objets qu'on touche avant de rentrer. Et en fait, j'avais tellement le choix que finalement, je me suis dit qu'il fallait que moi-même, parce que tu vois, c'est aussi le problème du stand, c'est que tu as une surface donnée, il faut que ça rentre dans cet espace. Et du coup, il s'avère qu'en même temps, je faisais un lien, en parlant avec Maud de ce projet, je faisais un lien avec Edward Twitcherall, qui lui a inventé le principe de proxémie, qui est en fait qui est un principe qui est en chacun de nous, qui est un principe physique, qu'il a du coup posé avec ce terme de proxémie, mais aussi scientifiquement, je veux dire, ou mathématiquement. Ouais. Il a défini 4 zones qui partent du corps. Donc tu as la zone intime, qui est en fait une surface qui fait à peu près 40 cm de diamètre autour de toi. Après tu as la distance sociale, après tu as la distance publique et la distance extra-publique. Et en fait toutes ces zones, elles ont, en fonction des pays et des continents, elles ont des variantes, mais c'est quasiment la même chose. C'est des variantes qui sont... elles évoluent forcément, plus tu vas vers une zone sociale, plus la distance de variation est grande, mais elle est quasiment la même. Et du coup, je me suis dit, cette rampe, finalement, ça pourrait être l'outil qui retranscrit ça. Donc il y avait quand même cette idée de faire une rampe avec une eau tiède qui passe à l'intérieur. Et du coup, cette rampe, elle devait faire 7 mètres de long, puisque la distance sociale publique maximum, elle est autour de 7 mètres. Donc au-delà de 7 mètres, c'est une distance où on n'est plus en contact avec la personne. En tout cas, pour rentrer en contact, il faut faire vraiment une sorte de déplacement ou hausser le ton de la voix. Et du coup, sur cette barre, je voulais finalement il y ait tous ces stades inscrits. Donc, ça doit être gravé sur la barre. Alors, il y avait plusieurs possibilités, soit d'inscrire
juste avec un élément, inscrire les distances comme sur une règle, ou de commencer à écrire finalement j'avais l'idée d'inscrire juste certaines phrases en fait qu'on peut échanger à cette distance-là. Et en parallèle de ça, sur le stand, il devait y avoir des distributeurs de gel hydroalcoolique qui du coup expliquaient le système du stand et de cette barre. Il s'avère que quand l'épidémie est arrivée en Europe, on va dire que quand elle était encore en Asie, ça ne nous inquiétait pas trop. Parce que du coup, donc la foire à Bruxelles devait être du 24 au 26 avril. Et quand c'est arrivé, donc le confinement est arrivé autour du 15 mars, il me semble. Mardi 16 mars. Ouais. Et en fait, moi quand je l'ai vu arriver en Europe, j'ai commencé à me dire, ok, on parlait déjà beaucoup de gel hydroalcoolique aux informations. Et là, je me suis dit, alors, soit on assume le truc et on le montre, soit je le retire et on transforme l'objet. Parce qu'en fait, est-ce que tu penserais adapter la pièce? Ouais, c'est la bonne question. En fait, on s'est vu avec Maud et on s'est dit qu'il fallait répondre intelligemment à ça, mais pas répondre par le gel pas par les gels hydroalcooliques. Je pense que d'ici 1 an, ça sera encore hyper présent. Et t'as pas encore assez de recul aussi aujourd'hui, peut-être, ouais, pour en arriver plus. à... Et je pense que c'est pas... je pense que j'ai d'autres moyens d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer au-delà de juste l'utilisation de gel hydroalcoolique.